Mais bonjour Aerospace Valley, bonjour les Digital Days. On m'a donné 15 minutes pour répondre à la question qui drive notre transformation digitale. Alors, vous avez déjà entendu Catherine et Michael, je vais m'appuyer aussi sur certains de leurs propos et je vais essayer, désolé, je vous préviens à l'avance, de vous mettre un deuxième coup de poing. Vous avez pris un premier coup de poing avec le Covid et je vais essayer de vous injecter finalement une forme d'adrénaline peut-être pour réveiller quelque chose chez vous qui permettrait de prendre les décisions qui vous manquent par rapport à la situation actuelle. Je suis Marc Dagur, je suis responsable du développement au sein du CATI, c'est le Centre néo-aquitain des technologies de l'information et de l'électronique. Alors, quelle est la situation actuelle? Que s'est-il passé? Eh bien, nous avons tous fait face à une pandémie mondiale. Nous sommes en train d'en sortir. Et avant que, finalement, au début de cette pandémie, on se posait la question encore de, finalement, qui pilote, qui dirige la transformation digitale au sein de nos organisations, au sein de nos entreprises. On aurait pu penser au PDG, au CEO, on aurait pu penser au CTO. Et finalement, est-ce que c'est uniquement les entreprises qui se transforment ou est-ce que c'est toute la société qui est en train de connaître un vaste bouleversement? Est-ce que ce Covid, quelque part, est-ce qu'il n'a pas appuyé sur une grande pédale d'accélération? Et si oui, quelle est-elle et quel est son effet? Est-ce qu'elle a redistribué des cartes finalement entre des gagnants et des perdants du Covid? Est-ce que l'économie a été transformée? Est-ce que la technologie a été transformée? Ou est-ce que c'est pas plutôt notre société qui vient de changer? Quand on regarde les choses un peu plus près, je vais aller très vite parce qu'il y a déjà beaucoup de chiffres qui vous ont été donnés, on voit qu'il y a un impact considérable sur l'économie mondiale. Mais cet impact, il va sans doute avoir un effet de bascule, une ligne en K, comme a dit Michael, et il va y avoir sans doute aussi un effet catapulte, c'est-à-dire que là, on est sans doute en train de s'installer confortablement sur une catapulte. On voit déjà, quand on regarde du côté d'Amazon, pour le premier trimestre de cette année 2021, les profits ont été triplés. Alors, en grande partie grâce aux services proposés par le cloud. Et quand on regarde côté Facebook, c'est pareil, il y a une explosion du chiffre d'affaires. On est quasiment à 825 dollars de revenus par utilisateur. Donc c'est absolument considérable. On voit aussi que Facebook investit dans sa R&D et en particulier dans la branche réalité augmentée, réalité virtuelle considérablement avec plus de 10 000 personnes, collaborateurs et ingénieurs qui travaillent sur ces sujets. Donc tout à l'heure, Catherine nous disait que Internet était devenu mobile, qu'on passait beaucoup de temps devant les écrans. Aujourd'hui, on voit ce qu'on nous prépare. C'est ça, vous voyez sans doute des dispositifs d'affichage d'un nouveau type qui vont encore considérablement augmenter les usages digitaux. Alors, quelle analyse est-ce qu'on peut tirer de cette situation? Tout d'abord, on voit qu'il y a un nouveau monde qui va s'ouvrir à nous vraiment de façon immédiate. On est vraiment aux prémices. Mais avant de dévoiler tout ça, j'aimerais quand même prendre le temps de revenir sur ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années. Avant le Covid, eh bien, je me trouvais en Allemagne, en fait. J'étais au Hannover Messe en 2019. J'ai eu la chance d'accompagner donc des entreprises françaises, des ETI françaises, des PME. Et pour le Hub Institute et la BPI, j'ai conduit donc une analyse des tendances de l'industrie allemande et comment est-ce que cette Industrie 4.0 allait impacter finalement le tissu industriel français. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire. On a vu que finalement aussi on discutait de thèmes qui étaient assez récurrents en fait. On se posait tous la question de savoir que faut-il faire dans la collecte des données, dans la guerre des données, comment réussir à générer de la valeur, comment collecter la data et comment créer des modèles de valeur et de services autour de ça. Sur la virtualisation, comment digitaliser finalement ma formation, comment digitaliser mon aide à l'intervention. Est-ce que je dois au contraire investir plutôt sur de l'aide à la décision, etc. Et puis il y avait aussi un sujet que j'appelle le human lean, qui finalement c'est comment lier le bien-être et le bien produire, c'est-à-dire à la fois ne pas avoir de compromis sur la qualité des produits et des services, et en même temps remotiver les collaborateurs, les impliquer davantage et faire en sorte que le travail devienne quelque chose où le bien-être peut avoir sa place. Quatrième question aussi qu'on se posait beaucoup, comment réagir face aux plateformes? C'est pour ça que j'ai choisi cette image de David contre Goliath, cette statue, cette célèbre statue, et on a un petit peu ce sentiment-là, surtout chez les PME. On se dit, bon sang, toutes les plateformes sont en train de bouger, je vais à quelle sauce est-ce que je vais me faire manger? Et puis la cinquième question qu'on avait finalement, c'est cette passion qui nous conduit tous dans le monde industriel, et on s'est dit, bon, ça nous a amené ici, on est rentré dans l'industrie, on a les métiers qu'on a, mais comment engager les jeunes, comment les impliquer
comment recruter les nouveaux métiers. Et à chaque fois, c'était des questions et des difficultés qu'on avait. Et puis, on se retrouvait aussi autour de la machine à café. Et de la machine à café, ce qu'on pouvait entendre à l'époque, c'était comment ça, des GAFA vont rentrer dans les usines. Michael nous parlait aussi des BATX, le déploiement du MES, où est-ce qu'on en est, est-ce que ça avance, l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a vraiment un ROI, est-ce que tu as vu les dernières IoT, ils font aussi de l'outdoor, est-ce qu'on est prêt pour les standards de la 5G, de l'OPCUA, et puis finalement, ce qui émergeait, c'était le sentiment qu'il y avait une véritable transformation du métier même de l'industriel, qui passait finalement d'un métier où on achetait des machines, où on réparait des machines, à un métier finalement où on allait devoir acheter des technologies, acheter des services, des solutions, acheter des logiciels et apprendre aussi à vivre et à travailler avec. Et cette transformation, finalement, elle sous-entend quelque chose de véritablement fondamental pour les organisations, ça a été appuyé par Michael, c'est l'idée de devenir une entreprise technologique. On n'a plus le choix, on ne peut plus rester centré sur le produit, on doit devenir maintenant centré sur le client. On l'a vu avec Tesla, là, avec ses investissements massifs, on voit la conséquence que ça amène. C'est une réponse très forte de la part de Volkswagen aussi en Europe, et puis tous les géants qui vont justement s'associer à cette dynamique pour répondre justement à cette transformation et à l'implication de plus en plus essentielle de la technologie. Alors, c'est aussi quelque chose qui s'appuie sur une véritable invasion, saturation des objets connectés. En seulement 15 ans, de 2015 à 2030, on va passer de 15 milliards d'objets connectés à 80 milliards d'objets connectés. Donc évidemment, il va y avoir beaucoup plus d'informations. On va parler d'intelligence ambiante, on va parler d'informatique ubiquitaire. C'est des choses comme ça qui vont arriver et qui vont se produire tout autour de nous. Alors à l'époque, figurez-vous que nous, bons Français que nous étions plutôt en train de passer la tondeuse comme ça dans le jardin, en attendant que la tempête arrive. C'était un petit peu cette idée de notre feuille de route avant que le Covid arrive. Et puis le Covid est arrivé, patatras. Alors évidemment, au début du match, on était plutôt confiant. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même se rappeler que l'industrie européenne 4.0, elle est évaluée 24 milliards de dollars, alors qu'aux US, ils sont à 20 milliards. Donc souvent, on a cette impression d'être toujours un petit peu largué, d'être toujours un peu à la traîne. Mais c'est peut-être aussi qu'on a des problèmes à jouer collectif, qu'on a peut-être des problèmes aussi à s'organiser. Et au final, quand on se compte tous, on voit qu'on a quand même des moyens et des capacités. Donc on était confiant, on était peut-être un petit peu même insouciant. Au final, on s'est lancé dans la mêlée. Alors cette mêlée, quelle est-elle? Eh bien finalement, moi l'image que j'aime utiliser, c'est celle du rugby. Alors déjà parce que je suis du Sud-Ouest, mais aussi cette idée que pour capturer le drapeau 4.0, il va falloir s'engager, il va falloir rentrer dans un corps à corps. Mais c'est pas un jeu de rugby classique. Cette fois-ci, sur le terrain, il y a 3 équipes. 3 équipes qui vont se disputer la possession du ballon ovale. Ce ballon ovale, il va représenter le leadership industriel 4.0. Donc évidemment, on pense à l'OT. Évidemment, tous les spécialistes des machines, des PLC, etc. J'ai envie de dire le métier un peu traditionnel, brick and mortar, etc. Et puis il y a une deuxième équipe qui arrive, c'est l'équipe de l'IT. C'est un petit peu les barbares, entre guillemets, c'est les geeks, c'est les nerds, ceux qui viennent avec du cloud, ceux qui viennent avec de l'intelligence artificielle, ceux qui viennent avec de l'IoT. Et puis, les entreprises se disent, bon sang, comment est-ce que je vais faire face à cette nouvelle équipe? Alors, j'essaie de trouver des parades, j'essaie de me mettre un petit peu au digital. Et en fait, pendant qu'on est en train de faire ça, on ne voit pas la 3e équipe qui arrive, qui est celle des telcos. Et les telcos, les télécommunications, les télécoms, ils vont arriver avec des sujets sur la 5G. On voit Bosch, par exemple, qui transforme plus de 250 de ses usines avec de la 5G. On déploie de la 5G pour remplacer le Wi-Fi. Et ça change beaucoup de choses, évidemment, dans les protocoles, dans les échanges de communication entre les machines. Et puis les satellites aussi avec Starlink, ce réseau justement de satellites qui va aussi amener beaucoup de choses, etc., etc. Donc à la fin, il y a celui qui a les machines, celui qui produit la data, celui qui va exploiter, traiter la data, et puis peut-être celui qui va les faire passer par ces tuyaux, et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est une véritable bagarre générale, et j'ai envie de dire quelque part, pour utiliser un petit peu cette fresque du Seigneur des Anneaux, finalement on a l'impression que le jumeau numérique là-dedans, le digital twin, il va être là un petit peu pour les gouverner tous. Donc on voit un jeu d'alliance et de plateformes s'opérer, c'est quelque chose qui était vraiment flagrant en Allemagne ou à Hannover-Messe à l'époque, et qui s'est renforcé encore. Alors, le plan de bataille technologique, j'ai envie de dire, quel est-il? Puisqu'on vit une véritable guerre technologique tous azimuts. Alors évidemment, on pense au jumeau numérique dans l'aéronautique avec le PLM, mais dans le bâtiment, on retrouve la même chose
avec le BIM. Dans la défense, évidemment, ça va de soi. Et puis aussi, dans notre quotidien, nous, en tant que particuliers, on va aussi être engagés, on va aussi être impliqués dans cette transformation avec ce qu'on appelle l'AR Cloud. C'est une couche en fait d'informations en réalité augmentée qui va se superposer comme se superpose Google Maps ou Waze à toutes nos activités du quotidien. Et cette chaîne de valeur de la data, elle va aussi changer beaucoup de choses pour les entreprises. Alors, on le voit en fait, il y a une algorithmisation de la production dans toutes les usines. On est passé de la business intelligence qui nous permet de savoir finalement que se passe-t-il autour de moi au moment présent à la data science qui va me permettre de prédire quelque part l'avenir et ce qui va se passer demain. Et donc tout ça entraîne de nouveaux services structurés qui vont structurer les métiers et qui vont organiser des outils et des process et qui vont amener l'idée de finalement la visualisation 3D, finalement la capacité à avoir un historique d'activité, à avoir une vue de projection et puis à comparer des scénarios énergétiques, des stratégies économiques et pour valider des modèles industriels. Et donc ça, c'était avant le Covid. Et donc là, le Covid est arrivé, et patatras, qu'est-ce qui s'est passé? On a décollé. On a décollé au niveau du digital. On le voit avec cette courbe-là que je vous mets sur le e-commerce. Alors, je ne vous ai pas mis beaucoup de chiffres parce qu'on en a déjà eu avant, mais en seulement 2 mois, le e-commerce américain a eu une croissance équivalente à celle qu'il a eue en 10 ans. Voilà, je pense que c'est suffisamment éloquent. Alors, on peut se trouver un petit peu tétanisé, se trouver secoué face à ce bouleversement, on voit à certains effondrements, mais je pense que ce choc en fait qu'on vit est un choc de responsabilité, de responsabilité morale, où on voit finalement des certitudes et des modèles qui s'effondrent. Tout à l'heure, Michael nous parlait du modèle Tesla. Et bien finalement, si le modèle Tesla apparaît, c'est sans doute qu'il en remplace d'autres. Et c'est des choses qui peuvent ébranler les organisations, ébranler des structures et fragiliser des visions. Mais j'ai envie de dire, l'apocalypse là n'est qu'un manque d'imagination. Il faut faire face à nos responsabilités. De quelles responsabilités est-ce que je parle? Alors ça a déjà été évoqué par Catherine et Michael, mais je vais aller très vite dessus. Et elles sont quand même importantes, elles sont au nombre de 3. La première, c'est la crise climatique, évidemment. C'est peut-être la plus importante. Elle a des conséquences très graves, dont Catherine a parlé, l'extinction du vivant, etc. La seconde, c'est la crise des algorithmes. On en parle de plus en plus, mais la conséquence que ça a de faire face à des systèmes qui sont toujours des boîtes noires, c'est qu'on perd la capacité à gouverner, on perd la confiance dans la gouvernance, et ça implique aussi beaucoup de crises, en particulier des crises de confiance. Et puis, la crise de la consommation, elle est quand même globale. On voit de plus en plus nos jeunes ingénieurs ou nos jeunes collaborateurs qui ont du mal à s'engager dans des projets industriels avec lesquels ils n'arrivent pas à accrocher du sens, à accrocher de la signification. Et donc, il faut être sensible à tout ça. Mais peut-être que la crise de toutes les crises, c'est celle dont je vous ai parlé, c'est la crise de la confiance. Si on ne se fait plus confiance, on ne sait plus travailler ensemble, on ne sait plus avoir la confiance des marchés, la confiance des utilisateurs, la confiance des clients, la confiance des prestataires, etc. Et finalement, cette 4e révolution industrielle, j'ai bien entendu Catherine qui nous a dit que la révolution industrielle avait toujours provoqué beaucoup plus de pollution, d'émissions de CO2, de carbone qu'elle n'était capable d'en absorber. Et je pense que maintenant est venue l'heure peut-être d'un changement sociétal, organisationnel, porté par les technologies, capable de répondre à ces sujets, de l'intelligence artificielle, du climat, du modèle productif. Et surtout, dont la mission doit être de fabriquer de la confiance. Ça, c'était pendant la crise Covid. Maintenant, on est après, entre guillemets, en train de sortir du Covid. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? J'ai envie de vous rappeler d'abord une chose qu'on a tendance à oublier, surtout en France, c'est un petit peu compliqué à chaque fois d'aborder ce sujet, mais quand on regarde de près la robotisation, quand on regarde de près, par exemple, sur cette étude-là, une étude espagnole qui porte sur 1900 usines entre 1990 et 2016, on voit que les entreprises qui ont investi dans la robotisation entre 1990 et 1996 ont créé des emplois sur la période 1998-2016, plus de 50% par rapport à celles qui n'avaient pas robotisé, qui, elles, au contraire, ont perdu de l'emploi. Donc, on voit qu'il y a des pistes sérieuses, on voit qu'il y a des cercles vertueux possibles. On peut émettre un postulat vertueux de se dire que l'automatisation ne va pas systématiquement détruire de l'emploi, qu'elle peut entraîner de l'information, qu'elle peut entraîner de la création de richesses, etc. Mais pour faire ça, il faut être capable justement d'améliorer la collaboration entre les humains et les machines. Et c'est pour ça qu'on a ouvert aussi
depuis quelques années maintenant ce vaste sujet qu'on appelle le man-machine teaming, qui va en fait sans doute être un métier de plus en plus important de savoir comment justement, quelle place garder à l'humain aux côtés des machines, comment valoriser, parce que c'est ce binomage-là qui va faire qu'on va être capable de développer de nouvelles richesses, de nouvelles valeurs. Et alors quand on regarde maintenant ce qui se passe de plus près dans le secteur industriel, on voit que les GAFAMI, le NATO, le BATX, donc ces grandes entreprises américaines et asiatiques, elles se comportent un petit peu comme des ogres et que nous, on serait peut-être un petit peu le petit chaperon rouge. Et on voit que l'IT, je vous le disais tout à l'heure déjà avec l'équipe du rugby, l'IT est en train de manger l'OT. Et quand on regarde les voitures, quand on regarde le monde automobile, on a l'impression qu'on a des verticales comme ça de valeurs qui sont découpées en tranches où en fait chaque GAFA va aller manger un morceau du gâteau et ne va nous laisser que des miettes. Donc ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'approche de plus en plus près de gisements, de valeurs beaucoup plus forts. On voit par exemple sur les microcontrôleurs, très dernièrement, Google et Facebook ont rejoint un OS temps réel, Zephyr, etc. Pour les électroniciens, ça doit leur parler. Voilà, donc on voit que ces acteurs-là veulent aller vers le hardware de plus en plus près. Et pourquoi ils veulent aller vers le hardware? Parce qu'il y a aussi une course mondiale très très forte, vous en avez entendu parler, sur les semi-conducteurs. Alors les semi-conducteurs, malheureusement, ces dernières années, l'Europe en est sortie, en tout cas sur des niveaux de précision vraiment très proches. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer de descendre à 0,3, voire moins, parce qu'il y a des enjeux considérables derrière en termes de capacité stratégique. Et on voit qu'il y a un coût très élevé. C'est-à-dire que pour dessiner une nouvelle puce, il faut compter 1 milliard de dollars. Pour construire une nouvelle usine, il faut compter 10 milliards. Et tous les 3 à 5 ans, vous allez devoir remettre 10 milliards sur la table pour maintenir votre usine. Donc c'est compliqué pour nous de rester dans cette course-là, mais on n'a pas dit notre dernier mot, puisqu'il y a une réaction quand même sur d'autres aspects, c'est-à-dire que sur la réglementation générale pour la protection des données, eh bien, on est présent, c'est-à-dire qu'on essaye de penser que finalement, il y a quelque chose à faire sur les données personnelles, qu'elles ne doivent pas être exploitées n'importe comment, et qu'on voit qu'on peut réguler, on peut organiser peut-être les marchés et les pratiques, et ça peut devenir aussi un critère différenciant de qualité vis-à-vis des clients. On voit que sur la question de l'éthique, on essaie de se positionner aussi avec une intelligence artificielle qui ne soit pas utilisée uniquement pour contrôler ce que font les gens, mais aussi pour permettre justement de meilleurs services, un meilleur quotidien. Et on voit aussi qu'on se positionne peut-être pas sur les petites puces ou les semi-conducteurs vraiment minuscules, mais qu'on essaye d'aller sur des puces un peu plus conséquentes, un peu plus grosses, capables d'embarquer des puissances de calcul beaucoup plus fortes. Et là, c'est le sujet de l'intelligence artificielle embarquée qui s'ouvre pour la France et pour l'Europe et sur lequel on a des choses à dire et où on reste encore un compétiteur sérieux. Alors, le problème, c'est que on a failli vous couper aussi une scène au montage. Cette scène au montage, c'est celle qui est un petit peu gore, entre guillemets, qui est interdite aux moins de 18 ans. Là, c'est finalement la guerre des plateformes qui est en train de se produire dans les usines en ce moment. Parce qu'il y a des verticales de valeur aussi, comme dans la voiture que je vous ai montré juste avant, avec l'automation, le cloud, l'IoT, l'intelligence artificielle, les télécommunications, etc. Et à chaque fois, les grands acteurs essaient d'arriver, essaient de structurer et essaient de tout prendre parce que, comme on dit, winner takes all. Et donc, c'est ça, là-dessus qu'il faut être vigilant, c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Et donc, ce qu'on observe dans l'effet post-Covid aussi qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable renforcement du désilotage. Ça a été dit, mais globalement, il y a une forme de parallèle qui s'opère entre l'évolution des réseaux et des systèmes d'information et puis la structuration de nos réseaux industriels, où on passe de réseaux de sous-traitants, de consortiums industriels, sans doute à des réseaux davantage résilients, avec justement des capacités de production distribuées. Bref, on voit émerger une nouvelle génération de sous-traitants, peut-être davantage tournée vers la collaboration que vers la domination. Conclusion de tout ça, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une conclusion possible? Il y a sans doute peut-être plusieurs pistes que j'ai envie d'ouvrir avec vous pour terminer cette présentation. Le premier point que j'ai envie de rappeler à votre attention, c'est qu'il y a quand même une menace fantôme. Il faut être vigilant sur quelque chose parce qu'il y a des nouvelles technologies qui vont arriver et qui vont inonder le marché de façon sans doute imprévue. En tout cas, on n'y prête pas suffisamment attention. Demain, dans toutes les entreprises, il n'est pas impossible qu'il y ait des téléphones équipés de lidars.
Alors, qu'est-ce que c'est le LiDAR? C'est un capteur qui va être embarqué donc, sur les téléphones portables qui existent déjà dans l'industrie, sur des AGV, sur des véhicules autonomes, etc., et qui va être capable de remonter des nuages de points d'informations en 3D, et ça va permettre de faire des scans, et on va générer beaucoup de valeur avec ça. On va être capable sans doute aussi de créer des frameworks pour des jumeaux numériques, etc. Et ça peut vraiment changer la donne, parce qu'on l'a vu aussi dans l'industrie, quand les collègues ont commencé à arriver avec des iPhones dans la poche ou des smartphones dans la poche il y a 10 ou 15 ans, ça a considérablement changé la vision des services et des produits, et on a enclenché énormément de budget justement pour améliorer, pour moderniser tout ça. Et donc quand le LiDAR arrivera, ça va aussi considérablement augmenter ce type d'usage, sans doute lié à la réalité augmentée, lié aux jumeaux numériques, etc. Il y a aussi un modèle caché, je veux dire, qui peut-être maintenant est davantage révélé, c'est l'idée que derrière le modèle industriel, il y a un modèle sociétal. Selon l'endroit où vous allez sur Terre, on ne va pas forcément parler de la même chose de la même manière. On va parler peut-être davantage de Smart Factory aux États-Unis, d'usines du futur en France, d'industrie 4.0 en Allemagne ou de Society 5.0 au Japon. L'idée que vous devez retenir, c'est que ce monde a changé. Il a définitivement changé. Il faut que vous trouviez votre modèle et il faut que vous mettiez à jour vos modèles. Pourquoi? Parce que c'est essentiel pour votre survie. La véritable transformation, elle est industrielle, mais elle est aussi sociétale. Et en fait, nous, en tant qu'industriels, on doit aussi l'accompagner. On le voit avec les crypto-monnaies qui font la guerre aux monnaies fiat, on le voit avec les plateformes open source. Tout ça nous bouscule et nous amène finalement à une nouvelle forme de société, peut-être davantage distribuée. Enfin, il y a aussi le choix des valeurs que vous devez faire. Vous devez clairement vous positionner. Est-ce que vous privilégiez davantage la confiance ou davantage le contrôle? C'est pas qu'une posture philosophique. Il y a de vrais enjeux derrière sociétaux et c'est la façon, le choix que vous allez faire, ça va déterminer la façon dont vous allez utiliser l'automatisation, la robotisation, la place de l'intelligence artificielle que vous allez avoir dans votre entreprise. Enfin, en conclusion de tout ça, soyez impactant. Il faut absolument garder une capacité à transformer les choses et c'est ça qui fera que les organisations, vos organisations seront encore là demain. Je vous remercie de m'avoir écouté. Écoute, merci Marc pour cette présentation. Merci Catherine, merci